Chers apprenants, bonjour. Bienvenue sur la plateforme eSchool. Je suis William Ebongué, enseignant de mathématiques depuis 12 ans déjà. Dans le but de vous permettre de mieux préparer les examens officiels, nous traiterons des sujets de mathématiques au probatoire de l'enseignement secondaire général au Cameroun. Nous traiterons les sujets de série A4, série C, série D et série E. Restez concentrés, prenez des notes. Merci. Apprenants, bonjour. Aujourd'hui, nous traiterons l'épreuve de mathématiques, série A4 et bilingue, probatoire session 2022 au Cameroun. Partie A, évaluation des ressources. Exercice numéro 1. Le résultat d'une enquête menée sur le temps mis en minutes par chaque élève d'une classe pour partir de son domicile à sa salle de classe est consigné dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez voir le tableau en image. Temps mis en minutes. De 0 à 10 minutes, nous avons un effectif de 6. Ça veut dire qu'il y a 6 élèves qui mettent entre 0 et 10 minutes pour arriver à leur salle de classe. De 10 à 20 minutes, nous avons un effectif de 3. Donc, il y a 3 élèves qui mettent entre 10 et 20 minutes pour arriver à leur salle de classe. De 20 à 30 minutes, nous avons 4 élèves. De 30 à 40 minutes, nous avons 5 élèves. De 40 à 50 minutes, nous avons 2 élèves. Donc, il y a 2 élèves qui mettent entre 40 et 50 minutes pour partir de leur domicile pour la salle de classe. Allons-y, répondons aux questions. La question numéro 1 est la suivante. Moyenne des temps mis par les élèves de cette classe pour partir de leur domicile à la salle de classe. Ici, il est question de calculer les centres des classes chez les apprenants. Parce que pour calculer une moyenne, vous devez faire la somme des produits des centres par les effectifs et que nous diviserons par l'effectif total. Par exemple, s'il faut calculer le centre d'une classe, nous avons la classe de 10 à 20, son centre c'est 10 plus 20 divisé par 2. Il est question d'additionner les bornes de la classe et on divise le résultat par 2. Le centre de la classe 10-20 par exemple, ça va nous donner 15. Si nous prenons le centre de la classe 20-30, si nous faisons 20 plus 30, ça va nous donner 50 et divisé par 2 par exemple, c'est 25, ainsi pour toutes les classes. Nous avons donc la formule de la moyenne x bar qui est égale à 1 sur grand N, somme des N et I, CI. Ça veut dire nous multiplierons chaque effectif par son centre et après nous ferons une addition et le résultat de l'addition, nous allons diviser par l'effectif total. En statistique, grand N représente l'effectif total, x bar représente la moyenne N et I, c'est l'effectif de la modalité quelconque I, CI, c'est le centre d'une modalité quelconque, d'une classe quelconque I. Donc nous prenons ici pour modalité les classes. X bar est égal à 6 fois 5, 6 qui représente l'effectif de la première classe et 5 qui représente son centre. Plus 3 fois 5, 3 qui représente l'effectif de la deuxième classe et 15 qui représente son centre. Plus 4 fois 25, 4 qui représente l'effectif de la classe allant de 20 à 30 et ayant pour centre 25, ainsi de suite. Et après ces calculs, nous avons une moyenne de 22 minutes. Ça veut dire que les élèves mettent en moyenne 22 minutes pour aller de leur domicile pour la salle de classe. Passons à la question 2. Il est question ici de construire le polygone des effectifs cumulés croissants. À noter bien, un effectif cumulé croissant correspond à la borne supérieure de l'intervalle. Donc, dans le tableau que vous avez avec le polygone des effectifs, dans la partie effectif cumulé, la première case c'est 6. Vous allez vous poser la question 6, est-ce qu'il correspond à 0, est-ce qu'il correspond à 10? Puisqu'il s'agit des effectifs cumulés croissants, 6 correspond à 10. 9, est-ce qu'il correspond à 10, est-ce qu'il correspond à 20? Le 9 que vous avez ici, il correspond à 20. Oui, parce que nous vous l'avons dit, un effectif cumulé croissant correspond à la borne supérieure de l'intervalle. Ainsi, 13, il correspond à 30, 18, il correspond à 40 et 20, il correspond à 50. Vous avez donc le polygone des effectifs cumulés juste en dessous du tableau. À la question 3, il est question de déterminer le nombre de choix possibles à 3A. En fait, il y a 6 élèves qui mettent moins de 10 minutes pour gagner leur salle de classe. Donc, le nombre de choix possibles ici, c'est une combinaison de 2 dans 6 parce qu'il est question de choisir 2 élèves parmi ceux qui mettent moins de 10 minutes. Vu qu'il y a 6 élèves qui mettent moins de 10 minutes, on a une combinaison de 2 dans 6 qui va nous donner 15 choix possibles. À la question B, nombre de choix possibles ne contenant que des garçons. Si nous voulons avoir le nombre de choix possibles qui ne contient que des garçons, il y a 2 filles parmi les 6 élèves, ça veut dire tout simplement qu'il y a 4 garçons. Et le nombre de choix possibles, c'est combinaison de 2 dans 4, parce que les 2 élèves ne sont choisis
que parmi les garçons, chers élèves. Vous voyez, les deux élèves ne sont choisis que parmi les garçons. Et parmi les filles, il n'y a personne à prendre, d'où la combinaison de 0 dans 2. Ça veut dire, on prend 2 élèves parmi les 4 garçons, bien évidemment, et 0 élèves parmi les 2 filles. Et le « et » en dénombrement implique la multiplication, d'où combinaison de 2 dans 4 fois combinaison de 0 dans 2, et nous avons 6 choix possibles. Exercice numéro 2. On considère la fonction g définie sur l'intervalle moins 3, 7 par g de x est égal à x plus a sur x plus b, où a et b sont bien évidemment des nombres réels. Question numéro 1. Déterminons a et b pour que la courbe g passe par les points a de coordonnées moins 3, 0 et b de coordonnées 2 et 7. En effet, si la courbe passe par le point a de coordonnées moins 3, 0, ça veut dire tout simplement que g de moins 3 est égal à 0, tel que vous pouvez le constater. Ayant g de moins 3 égale à 0, vu que g de x est x plus a sur x plus b, que représente x? X c'est la première coordonnée, donc nous avons x est égal à moins 3. Au lieu de x plus a, nous avons plutôt moins 3 plus a au numérateur, tel que vous pouvez le constater. Au lieu de x plus b au dénominateur, nous avons plutôt moins 3 plus b au dénominateur. Et vu que g de moins 3 égale à 0, vous voyez dans le rapport moins 3 plus a sur moins 3 plus b qui est tout simplement égal à 0. Lorsqu'une fraction est égale à 0, si vous posez une équation selon laquelle nous avons une fraction égale à 0, on ne considère que le numérateur parce que fraction égale à 0 implique que c'est uniquement le numérateur qui est égal à 0. Nous avons alors la ligne moins 3 plus a égale à 0 et qui implique que nous avons a égale à 3. La valeur de a, c'est donc 3. Nous avons également b qui passe par la courbe de g qui passe par le point B de coordonnées 7, 2. Ça veut tout simplement dire que g de 7 est égal à 2. On vient remplacer exactement comme pour 3 tout à l'heure. G de x c'est quoi? C'est x plus a sur x plus b. S'il est question de calculer g de 7, nous avons tout simplement 7 plus a sur 7 plus b qui va nous donner g de 7. Or, nous savons que g de 7 est égal à 2. Alors, 7 plus a sur 7 plus b est égal à 2. Nous poursuivons dans notre calcul avec produit des extrêmes est égal au produit des moyens qui va nous donner 7 plus a est égal à 2 facteur de 7 plus b. Plus bas, nous avons 10 est égal à 14 plus 2b. Et en fin de compte, nous avons b est égal à moins 2. Ça, le résultat après résolution de l'équation. Nous avons en conclusion a est égal à 3 et b est égal à moins 2. En petit 2, f de x est égal à 1 plus 5 sur x moins 2. C'est ce qui est supposé pour la fonction f. Petit a, question de a. Déterminons l'ensemble de définitions E de la fonction f. S'il est question de déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction rationnelle avec numérateur et dénominateur, qu'est-ce que vous faites, chers élèves? Vous posez le dénominateur différent de 0. Donc f existe si et seulement si x moins 2 différent de 0. Quant au 1 qui est là devant, il n'a pas de problème de condition d'existence parce que 1 est un nombre réel et tout nombre réel existe, quel que soit le domaine où nous trouvons. Par contre, la fraction qui est derrière 5 sur x moins 2, pour qu'elle existe, vu qu'elle a une variable au dénominateur, il est question que cette variable soit différente de 0. Nous avons donc x moins 2 différent de 0. Si x moins 2 est différent de 0, on aboutit à x différent de 2 et le domaine d'étude devient moins 3, 2 union 2, 7. Pourquoi moins 3, 2 union 2, 7? Au départ, nous avions l'intervalle qui allait de moins 3 jusqu'à 7. Vu que x doit être différent de 2, vous constatez donc que 2 a été exclu. Et par exemple, du coup, nous avons moins 3, 2. On exclut 2, union 2, 7. Donc 2 a été exclu de l'intervalle moins 3, 7. Petit b, il est question pour nous de calculer les limites de la fonction. Limite de f de x quand x tend vers 2 par valeur inférieure, c'est la limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure de 1 plus 5 sur x moins 2, tel que vous pouvez le constater à l'écran, chers apprenants. Nous avons la limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure du nombre 1 tout court, ça va donner 1 parce que 1 c'est une constante, c'est un réel. Donc quelle que soit la limite, on aura toujours 1. Limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure de 5, 5 qui est au numérateur, ça va donner 5 exactement comme pour 1. Maintenant, nous avons limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure de x moins 2 qui est le dénominateur. Il est question ici de remplacer la valeur x par 2 parce que x tend vers 2. Se rapproche de 2. Nous avons donc 2 moins 2 qui va donner 0. Et par valeur inférieure, nous regardons le signe contraire de x avant le 0. Nous avons donc le signe moins, d'où vous avez un 0 moins. Donc, limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure de f de x est égal à moins l'infini, chers apprenants. Ensuite, limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure de f de x, c'est exactement le même principe que tout à l'heure.
nous avons limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure de 1 plus 5 sur x moins 2. Limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure de 1, c'est 1, vu que 1 est une constante. Limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure de 5, c'est 5. 5 étant une constante comme 1, comme nous l'avons présenté tout à l'heure. Et limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure de x moins 2, il est question ici de remplacer le x par 2 et nous avons 2 moins 2 qui va donner 0. Et par valeur supérieure veut dire à droite de 0 et nous prenons le signe propre de x. Et quel est le signe propre de x? C'est plus, d'où nous avons la valeur de 0 plus. Nous avons donc 5 sur 0 plus qui va nous donner tout simplement plus l'infini. On a limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure de f de x est égal à plus l'infini. Bon, certains demanderont à quoi a servi ce 1. Vous voyez, le nombre 1, il est négligeable à côté de plus l'infini. Exactement comme dans le cas précédent, 1 était négligeable à côté de moins l'infini. Si vous additionnez 1 à plus l'infini, 1, il est tellement petit que nous ne considérons que l'infini. Okay. Puisque limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure de f de x est égal à plus l'infini, et limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure de f de x est égal à moins l'infini, vu que la limite quand x tend vers 2 de façon générale donne l'infini, alors la droite d'équation x est égal à 2 est asymptote verticale à la courbe de f. Donc, dans un autre exercice, si vous calculez la limite quand x tend vers un nombre et vous obtenez l'infini, alors la droite d'équation x est égale à ce nombre est asymptote verticale à la courbe de la fonction que vous êtes en train d'étudier, chers apprenants. Question petit c, justifiant que f' de x est égal à moins 5 sur x moins 2, le tout au carré. Déjà, de prime abord, f de x est égal à 1 plus 5 sur x moins 2. Ça, c'est l'expression originale de f de x, c'est l'expression que nous avons au départ. F' de x, ça va faire 1 plus 5 sur x moins 2', c'est-à-dire avec cette apostrophe que vous voyez généralement quand nous dérivons les fonctions. La dérivée de 1, c'est 0. Nous allons dériver à part. Puisqu'il s'agit d'une somme, on peut dériver chacun à part. Maintenant, nous allons dériver 5 sur x moins 2. Lorsque vous dérivez une fraction, si vous dérivez le numérateur à part et vous dérivez le dénominateur à part, ça serait faux. La formule que vous avez eue en classe quant au dérivé des fractions, c'est la célèbre formule u sur v ou encore f sur g, où on vous disait la dérivée de u sur v, c'est u'v moins v''u sur v carré. U étant considéré comme le numérateur, donc 5 que vous voyez au numérateur considéré comme u, et v étant considéré comme le dénominateur, x moins 2 est considéré comme v. Si u c'est 5, voilà donc la valeur de u' qui vaut 0, multiplié par v qui est bien sûr x moins 2, moins la valeur de v' qui vaut 1, parce que la dérivée de x moins 2, bien entendu, c'est 1, multiplié par u qui vaut 5. Et sur le dénominateur qui est v carré et sur x moins 2 au carré, tel que vous pouvez le constater. Par la suite, nous avons 0 plus 0 facteur de x moins 2 moins 20 fois 5 sur x moins 2 au carré, tel que vous le voyez à l'écran, qui est égal à 0 moins 5 sur x moins 2 au carré après calcul. Et enfin, nous avons f' de x est égal à moins 5 sur x moins 2 au carré. Voilà comment nous faisons pour avoir la dérivée, chers apprenants. Petit e, tableau de variation de la fonction f. Oui, en ce qui concerne le tableau de variation, il a 3 lignes. Comme vous pouvez le constater, la première ligne qui est consacrée au domaine de définition et aux éventuelles valeurs qui annulent la dérivée. La deuxième ligne qui est consacrée au signe de la dérivée, tel que vous pouvez le constater ici. Et la troisième ligne qui est consacrée au sens de variation de la fonction, chers apprenants. À la première ligne, nous avons le domaine de définition qui va de moins 3 à 7 privé de 2. D'où vous avez moins 3, vous avez 7 et vous avez 2. Et ces valeurs, bien sûr, dans l'ordre. Moins 3 la plus petite, 2 qui suit et 7 qui est la plus grande valeur. Au niveau du signe de la dérivée, vous avez le signe moins. Nous avons calculé la dérivée qui donnait moins 5 sur x moins 2 au carré. Moins 5 est une valeur négative qui est au numérateur, bien sûr. X moins 2 élevé au carré est une valeur positive. Et vous voyez, si nous avons affaire à un rapport d'un nombre négatif sur un nombre positif, forcément le résultat sera négatif. D'où vous avez la dérivée négative à tous les niveaux là, le signe moins que nous avons omis. Nous le présentons tout de suite. Donc la dérivée, elle a le signe moins à gauche comme à droite de l'asymptote. La double barre que vous voyez ici, que vous voyez là, c'est ça qui représente une asymptote verticale dans un tableau de variation. C'est ça la double barre telle que vous la voyez. Dans la dernière ligne, la ligne consacrée à la fonction, la plus bas à 0, c'est l'image de moins 3. Vous voyez, c'est aligné directement sous moins 3. Là, vous avez 2 qui représente l'image de 7. Vous voyez, c'est aligné sous la valeur 7. Pourquoi les flèches sont descendantes? Flèches descendantes, tout simplement parce que la dérivée est négative. Et qui dit dérivée négative dit fonction décroissante. Donc les flèches descendantes impliquent la décroissance de la fonction, que ce soit dans le premier intervalle comme dans le second.
En ce qui concerne 2, nous avons calculé la limite quand x tendait vers 2 par valeur inférieure, c'est-à-dire à gauche, vous voyez donc la présence de moins l'infini. Et la limite quand x tendait vers 2 par valeur supérieure, c'est-à-dire à droite de 2, vous voyez la présence de plus l'infini. Voilà en gros l'explication de notre tableau de variation. Par la suite, nous avons les valeurs. Comment est-ce que nous avons fait pour calculer f de moins 3, que vous obtenez là 0, et f de 7, donc vous obtenez la valeur qui est 2. Nous avons remplacé tout simplement dans la fonction de départ f de x qui est égal à 1 plus 5 sur x moins 2. Donc en remplaçant, vous obtiendrez respectivement pour moins 3 image 0 et pour 7 une image qui vaut 2. Petit f, construction de C de f et de la droite D, D qui représente son asymptote verticale. Nous faisons un petit tableau de valeurs dont les valeurs sont justement comprises entre moins 3 et 7. Ce n'est pas un hasard si les valeurs sont prises dans l'intervalle moins 3, 7 parce qu'il s'agit bien de l'intervalle qui nous a été prescrit au départ. Le domaine de définition était l'intervalle allant de moins 3 à 7. Pour ne pas avoir une infinité de valeurs, nous avons pris toutes les valeurs entières comprises entre moins 3 et 7. Nous avons là moins 3, nous avons pris également la valeur qui la suit directement moins 2, ainsi de suite, tel que vous pouvez le constater. Nous avons bien sûr moins 3, nous avons moins 2, nous avons moins 1, donc toutes les valeurs que vous pouvez voir jusqu'à 7. 2 par exemple, vous constaterez que 2 n'a pas d'image. 2 n'a pas d'image bien sûr parce que 2 est un nombre exclu du domaine de définition. Lorsqu'un nombre exclu du domaine de définition, ça veut dire bien entendu qu'il n'a pas d'image. Donc pour les autres valeurs, vous n'avez tout simplement qu'à remplacer dans la fonction f de x qui est égale à 1 plus 5 sur x moins 2. Ok, donc c'est ce que nous obtiendrons. Par la suite, il est question de construire la courbe. Voilà la courbe de notre fonction. Vous n'avez qu'à remplacer les points du tableau exactement par leurs coordonnées et vous aurez la courbe telle qu'elle se présente. Exercice numéro 3. Question numéro 1. Il est question de résoudre dans R l'équation E définie par x au carré moins 41x plus 408 égale à 0. Là, il s'agit des équations du second degré pour lesquelles nous avons besoin d'un discriminant. La formule générale du discriminant, cette fameuse formule que vous récitez au courant de l'année, qui est delta est égal à b carré moins 4ac. Qui est b? B, c'est la valeur qui est collée à x. Ça veut dire que b ici, c'est moins 41. Et qui est a, c'est la valeur collée à x carré. Vu qu'il n'y a rien devant x au carré, on considère que son coefficient c'est 1. C'est pour ça que a vaut 1. Et que vaut c, c'est le coefficient libre, le coefficient qui n'a pas de x. Donc c ici c'est 408. D'où la valeur de delta que vous pouvez avoir juste là sur votre petit écran. Par la suite, nous avons le calcul de delta. Vous prenez vos calculatrices, vous constaterez que delta est égal à 49 et la racine carrée de delta c'est 7 bien sûr avec votre calculatrice. Lorsque delta est positif, que dit le cours en classe? Le cours dit que lorsque delta est positif, nous avons deux solutions à l'équation. D'abord, x1 est égal à moins b, moins la racine de delta sur 2a. Nous avons dans l'écran x1 égal à 41, moins 7 sur 2. Et la deuxième solution à l'équation, x2 est égal à moins b, plus racine de delta sur 2a. Nous avons 41, plus 7 sur 2. Nous avons ainsi x1 égal à 17 et x2 est égal à 24. La solution à notre équation, c'est l'ensemble formé par les valeurs 17 et 24. Les questions également pour nous de résoudre l'inéquation I, 2 points. X au carré moins 41x plus 408 inférieur ou égal à 408. Il serait idéal, il est idéal pour nous de commencer par avoir pour second membre 0. Du coup, nous faisons traverser cette valeur de 408 et nous obtiendrons 408 moins 408 qui va donner 0. D'où nous avons x au carré moins 41x inférieur ou égal à 0. Là, nous pouvons calculer delta, mais il est plus facile, il est plus judicieux de mettre x en facteur tel que nous l'avons fait ici. Et nous obtenons x facteur de x moins 41 inférieur ou égal à 0. Nous avons dans le tableau de signes à droite de l'écran x au carré moins 41 x égale à 0. En posant x facteur de x moins 41 égale à 0, nous avons x égale à 0 ou x égale à 41. D'où les valeurs 0 et 41 de notre tableau de signes. Concernant le tableau de signes d'un polynôme du second degré, à l'extérieur des racines, nous avons le signe de a. Que vaut a? A, c'est le coefficient de x au carré. Vu qu'il n'a pas de signe, on considère que c'est le signe plus. Vous savez, en français, on dit pas de nouvelle, bonne nouvelle. Dans un nombre qui n'a pas de signe, il est considéré comme étant positif. Vous pouvez le constater à l'extérieur des racines. Nous avons le signe plus. Et à l'intérieur, c'est le signe moins. Le signe contraire de notre fameux signe plus. Bien sûr, il s'agit du signe moins, tel que nous l'avons encadré.
Et enfin, la solution, c'est l'intervalle allant de 0 à 41. Pourquoi 0 à 41? Parce que l'inéquation au départ disait qu'il faut qu'on ait cette valeur inférieure ou égale à 0. Et qui dit inférieur ou égal à 0 dit que nous prenons dans le tableau l'intervalle qui est doté du signe moins. Et cet intervalle doté du signe moins, comme vous le voyez, c'est l'intervalle qui va de 0 à 41. D'où nous prenons 0 à 41. Intervalle fermé, bien entendu, parce que nous avons inférieur ou égal, chers apprenants. Deux petits a. Justifions que les dimensions du terrain sont solution de l'équation E. Déjà, nous avons l'aire du terrain qui vaut 408 mètres carrés. Et si nous avons appelé grand L la longueur du terrain, petit L la largeur du terrain, alors depuis la classe du cours élémentaire 2, on nous disait l'aire d'un rectangle, vu que le terrain est rectangulaire, c'est longueur fois largeur. Nous avons donc grand L fois petit L est égal à 408. Il s'agit là de la première ligne de notre système. Ensuite, si le périmètre de notre terrain vaut 82 mètres, alors il est clair que nous avons longueur plus largeur fois 2 est égal à 82, qui est bien entendu la formule du périmètre d'un rectangle. Oui, notre terrain il est rectangulaire, il va donc obéir aux formules du rectangle. Donc, nous avons grand L fois petit L qui est égal à 408, c'est-à-dire le produit de grand L et petit L. Grand L plus petit L est égal à 41, parce que nous avions 82, en le divisant par 2, on passe à 41. Donc, grand L fois petit L, ça devient le produit des deux nombres. Et grand L plus petit L, ça nous ramène à la somme. Et vous pensez au système de somme et produit que nous avons traité dans le chapitre portant sur les équations du second degré chez apprenants. Maintenant, nous posons x l'une des deux dimensions, longueur ou largeur. L'appelons x. On sait que x, grand L ou petit L remplacé par x, vérifie l'équation x au carré moins sx plus p égale à 0 qu'on fait cours dans la partie somme et produit de deux nombres réels. Donc, nous avons x au carré, moins la somme S tout à l'heure qui va nous donner 41, plus le produit P qui donne 408 égale à 0. Et effectivement, nous pouvons dire que les dimensions de ce terrain sont solution de l'équation E parce que nous aboutissons bien évidemment, effectivement, à l'équation E. Petit b, déduisons dans la longueur et la largeur de ce terrain. On a x au carré moins sx plus p égale à 0 qui nous ramène bien sûr à l'équation E. Quelles étaient les solutions de l'équation E? Les solutions de l'équation E étaient 24 et 17. Vu que la longueur c'est le côté le plus grand, nous avons donc la longueur qui vaut 24 mètres et la largeur, le côté le plus petit qui vaut tout simplement 17 mètres. Partie B, évaluation des compétences. Situation. Dans un magasin, deux baisses de même taux ont lieu en décembre sur le prix de chaque article. Donc, au cours du mois de décembre, il y a deux baisses de même taux dont nous ne connaissons pas le taux. Un sac qui coûtait 11 000 francs est vendu à 10 120 francs après la première baisse. À l'occasion de son mariage et après la deuxième baisse, Fred ne dispose que de 8 500 francs pour acheter une bague qui coûtait 10 000 francs avant la première baisse. Pour son cadeau de mariage, le groupe GES voudrait lui acheter un lit à 154 000 francs et les membres de ce groupe se répartissent équitablement les dépenses. Deux d'entre eux déclarent leur incapacité à payer et chacun des autres membres voit sa contribution augmenter de 8 800 francs. Le jour du mariage, une table et 6 chaises sont réservées à tous les membres de ce groupe. Pour un album souvenir, les 6 frères de Fred voudraient former le maximum d'équipes de 3 frères pour se filmer avec les mariés ce jour. Pour cela, ils réservent 8 000 francs pour ces photos. Chaque équipe n'a droit qu'à une photo et une seule photo coûte 425 francs. À la fin de la cérémonie, toutes les photos prévues ont été prises. Voici les différentes tâches. Petit 1, Fred pourra-t-il acheter sa bague? Bon, après avoir lu la question, en ce qui concerne la partie compétence, il est judicieux de rentrer dans le texte et pour mieux le comprendre et afin de mieux répondre à la question. Rentrons dans le texte et regardons la partie où on parle de la bague de Fred. Nous constatons qu'il s'agit du premier paragraphe. Oui, le premier paragraphe nous aide largement à répondre à la première question. Revenons à la lecture. Dans un magasin, deux baisses de même taux ont lieu en décembre sur le prix de chaque article. Voilà. Chaque article reçoit deux baisses du même taux que nous ne connaissons pas encore. Nous ne connaissons pas encore la valeur de ce taux. Un sac qui coûtait 11 000 francs est vendu à 10 120 francs après la première baisse. À l'occasion de son mariage et après la deuxième baisse, Fred ne dispose que de 8 500 francs pour acheter une bague qui coûtait 10 000 francs. Là, il est question pour nous de savoir, est-ce qu'après les deux baisses, la bague qui coûtait 10 000 francs coûtera désormais moins de 8 500 francs ou encore 8 500 francs? Allons-y, répondons à la question. Fred pourra-t-il acheter la bague? Premièrement, il est question pour nous de calculer la valeur du taux de la baisse.
nous avons 11 000 francs parce que le sac coûtait 11 000 francs, moins 10 200 francs. Après la première baisse, il coûtait 10 200 francs. Ça veut dire que le prix de la baisse, le prix, c'est 820 francs. Maintenant, il est question pour nous de calculer ce taux. Le taux, ça va nous faire bien sûr 820 francs, qui est la baisse, divisé par le prix initial multiplié par 100. Nous réalisons que nous avons une baisse de 8%. Donc, nous avons finalement cette baisse qui est de 8%. Maintenant, nous allons calculer le prix de la bague après la deuxième baisse. Après la première baisse, combien coûtera la bague? Si la bague coûtait 10 000 francs, c'est 10 000 francs au début. Après la première baisse, la réduction d'abord est de 10 000 fois 8 sur 100. Pourquoi 10 000 fois 8 sur 100? Parce que la réduction est de 8%. Donc nous allons calculer 8% de 10 000. Et 8% de 10 000, ça vaut bien sûr 10 000 fois 8 sur 100 qui vaut 800 francs. Le nouveau prix après la première baisse, nous allons prendre le prix initial moins le prix de la baisse. Donc 10 000 francs moins 800 francs qui revient à 9 200 francs. Prix de la bague après la deuxième baisse. Après la deuxième baisse, c'est-à-dire les 8% sont appliqués bien évidemment sur la première baisse. Nous n'allons pas prendre moins 800 francs, mais nous allons appliquer un 8% sur la deuxième baisse. La réduction vaut 9 200 fois 8 sur 100. Donc 8% appliqué à la deuxième baisse qui nous ramène à 736 francs. C'est ça la nouvelle réduction. Le nouveau prix, c'est 9 200 francs, moins 736 francs. Et nous avons 8 464 francs qui est bien sûr inférieur à 8 500 francs. Vu que l'argent dont dispose M. Fred est supérieur au prix de la bague, alors l'argent de Fred lui permettra d'acheter sa bague. Question numéro 2. Il est question pour nous de savoir si le nombre de places sera suffisant, vu qu'on a loué au groupe une table et 6 chaises. Vérifions. Si le nombre de membres de ce groupe est X, au départ, nous avons 154 000 sur X plus 8 800 est égal à 154 000 sur X moins 2. Tout simplement parce qu'il y a deux personnes qui ont désisté. La nouvelle somme à donner, c'est 154 000 sur X moins 2. S'il y a deux personnes qui ont désisté, alors l'ancienne somme augmentera forcément. Au départ, ce qu'il fallait donner était 154 000 sur X parce qu'il y avait X personnes. Donc, pour savoir la somme à donner par chacun, il était question de prendre 154 000 qui est le prix du lit et diviser par le nombre de personnes. Vu qu'il y a deux personnes qui ont désisté, il y a donc cette augmentation de 8 800 dont la nouvelle somme devient l'ancienne somme plus 8 800. Et que vaut la nouvelle somme, chers apprenants? 154 000 divisé par X moins 2, d'où l'équation que vous avez à l'écran. Les contraintes, une autre équation. Nous avons pour dénominateur x ici, ce x doit être différent de 0 bien sûr. Et nous avons x moins 2 ici, x moins 2 doit être différent de 0. Et x est également supérieur à 0. Pourquoi x supérieur à 0? Parce que dans une association, il ne peut pas arriver que le nombre de membres soit négatif. Nous n'avons que des valeurs entières et positives, chers apprenants. Résolution de l'équation. Nous avons 154 000 plus 8 800x. Le tout sur x est égal à 154 000 sur x moins 2. Après avoir additionné le premier membre de l'équation. Donc, en faisant le produit des moyens égal au produit des extrêmes, nous avons 154 000 plus 8 800x, facteur de x moins 2, est égal à 154 000x. Donc, nous procédons ainsi, produit des extrêmes, produit des moyens est égal au produit des extrêmes. En développant et en réduisant, comme vous l'avez si bien appris en classe de 4e, nous avons 154 000x moins 308 000 plus 8 800x au carré moins 17 600x égale à 154 000x. Et par la suite, nous avons 8 800x au carré, moins 17 600x, moins 308 000 égale à 0. Si nous divisons tous les membres de cette équation, tous les éléments par 8 800, ici nous avons x au carré. Si nous divisons 17 600 par 8 800, nous avons moins 2 bien sûr. Et si nous divisons moins 308 000 par 8 800, nous avons tout simplement moins 35. Là, c'est pour vous éviter de manipuler des gros chiffres. Il est vrai que vous pouviez calculer le discriminant directement à partir de la première équation. Mais en réduisant, il est plus facile de travailler parce que vous avez des chiffres moins volumineux. Calculons le discriminant. Ce discriminant qui nous donne 144. Sa racine carrée qui va nous donner 12. Vous prenez à vos calculatrices, chers apprenants. Nous avons dans les deux valeurs possibles de x. x1 qui va nous donner moins b moins racine de delta sur 2a comme appris en salle de classe. Donc nous avons 2 moins 12 sur 2. x2 qui va nous donner 2 plus racine de delta qui vaut 12 sur 2. Ainsi nous avons x1 qui vaut moins 6 et x2 qui vaut 7. Nous avons annoncé précédemment que le nombre de membres d'une association ne pouvant être négatif. Donc la seule valeur à retenir c'est 7. Donc il y a 7 membres. Vu qu'il y a 7 membres,
Le nombre de places est insuffisant parce que pour 7 membres, donner 6 places, c'est insuffisant. Ok, passons à la troisième et dernière question de la partie compétences. Il est question ici de savoir si l'argent des frères pourra suffire pour les photos. Le nombre de frères de l'équipe sera tout simplement combinaison de 3 dans 6. Pourquoi est-ce que nous choisissons la combinaison? Parce que une équipe, le nombre d'équipes, pardon, c'est combinaison de 3 dans 6. Le nombre d'équipes de frères, pardon, c'est combinaison de 3 dans 6. Pourquoi nous choisissons la combinaison? Parce que dans une équipe, déjà, il n'y a pas de répétition. Il n'y a pas un frère qui puisse revenir 2 fois dans une même équipe. C'est pas possible. On veut un groupe de 3 personnes. Et dans une équipe, il n'y a pas d'ordre. C'est-à-dire, si A s'est filmé avec B, C, c'est la même chose que C s'est filmé avec A et B. Donc, l'ordre n'important pas. Et de petit 1, il n'y a pas d'ordre. Et petit 2, il n'y a pas de répétition. Nous allons tout droit vers la combinaison. Ok. Donc, nous avons une combinaison de 3 dans 6, ce qui fait 20 équipes de frères. Puisque la photo coûte 425 francs, la somme à payer, c'est 425 francs multiplié par 20 qui va donner 8500 francs. La somme réservée par les 6 frères ne suffira pas car ils n'ont que 8000 francs. Chers candidats, à bientôt pour de nouveaux sujets. Merci et bonne journée à vous. Non, on va couper ça. Le fait